Alors, on va commencer en français, je crois. Peut-être pour commencer, si vous pouvez dire brièvement ce que vous faisiez et votre banque, Cyril, pour commencer. Donc, je suis le directeur général de la Banque populaire du Sud, qui est l'une des 14 banques populaires dont Nicolas Namias a parlé ce matin. Donc, je suis sur la région au bord de la Méditerranée, sur une zone de 33 000 km², et nous avons un demi-million de clients, dont la moitié sont sociétaires, sont membres. Et nous sommes une entreprise de 2000 collaborateurs. Très bien, merci. Et Guy? Alors moi, j'ai le privilège, bonjour tout le monde, j'ai le privilège d'être le président du conseil d'administration et le président et chef de la direction du Mouvement des Jardins. Essentiellement, les activités sont à travers le Canada, 7,5 millions de membres et de clients, et des activités dans le bancaire aux particuliers, le service aux entreprises, la gestion de patrimoine, l'assurance vie, l'assurance collective, l'assurance automobile, habitation, commerciale. Donc, un groupe très diversifié. Un Canadien sur 5 fait affaire avec le Mouvement des Jardins. Très bien, merci. Alors, on veut échanger sur les différences, les différentes manières de faire les banques coopératives. Alors, Cyril, pour commencer, qu'est-ce que c'est la différence entre l'approche des banques coopératives de l'Europe et les banques coopératives d'Amérique du Nord, et qu'est-ce qu'on peut apprendre l'un des autres? Alors, je pense qu'on peut apprendre énormément de choses les uns des autres. La diversité, finalement, notre ADN est commun entre coopératives, mais la façon de l'histoire, à forger l'histoire de nos entreprises, on a des vraies différences. Donc, déjà, il y a beaucoup d'humilité, je pense, chez moi, auprès de ce que fait Guy, et sûrement inversement, parce qu'en fait, tout est respectable à partir du moment où on est aligné, comme l'a dit Thierry Marx, oui, avec nos valeurs, avec ce que l'on veut être sur notre territoire. Moi, il y a un point qui m'a beaucoup marqué lorsque je suis allé visiter le Mouvement des Jardins au Canada, c'est la simplicité, le pragmatisme avec lequel Desjardins s'adresse à ses sociétaires, à ses membres, et tout est construit autour de l'engagement pour les membres et de façon extrêmement simple. En Europe, à contrario, on a une tendance à être, avec beaucoup de pudeur, dire soit je m'adresse à la partie business, à la partie commerciale, et dans ce cas-là, je parle à mes clients, soit je parle de mon ADN coopératif et je parle à ce moment-là à mes sociétaires. Mais on a une tendance j'allais dire, par alternance, à dire c'est soit client, soit sociétaire. Et ce qui est très impressionnant dans le Mouvement des Jardins, c'est que dès la page Internet, tout est réfléchi pour tout simplement s'adresser aux membres qui sont forcément clients. Et ça, je pense, c'est inspirant. Très bien. Et Guy? Nous, on a beaucoup appris des coopératives européennes. Notre fondateur, Alphonse Desjardins, il y a 123 ans, quand il a fondé Desjardins, a eu des correspondances pendant des années avec les banques populaires, avec Raiffeisen. Alors, Desjardins, aujourd'hui, est le fruit de ce que les coopératives européennes, françaises, ont mis de l'avant depuis des siècles et des siècles. Mais je dirais que moi, ce que je constate, parce qu'on travaille avec plusieurs coopératives et banques populaires européennes, c'est effectivement ce point-là. Je pense qu'après la crise financière de 2008, nos institutions ont toutes et tous, par la force des choses, dû se concentrer un peu plus sur le capital, la liquidité, les opérations. Mais nous, je pense que ce qu'on a fait, ce qu'on a mis beaucoup de l'emphase à partir de 2015, 2016 et ensuite, c'est que la coopération, ce n'est pas à côté des affaires, c'est dans les affaires chez Desjardins. On assume très bien ce concept-là de travailler toujours dans l'intérêt des membres et des clients. On ne fait pas vraiment de différence entre un membre et un client. On a eu nos débats à l'interne, mais à la fin, on s'est dit, un membre ou un client, ça veut la même chose. Ça veut une excellente qualité de service, ça veut de la simplicité, ça veut un service humain, une organisation qui est moderne et qui est performante. Alors, c'est ça qu'on a décidé de mettre de l'avant. Et pour vous dire, on a entrepris une démarche d'évolution culturelle importante où travailler toujours dans l'intérêt des membres et des clients, c'est au cœur de notre priorité. On a revu nos pratiques d'affaires, on a revu nos pratiques de gestion. 50 % de l'évaluation de performance des employés, 50 % est basé sur des comportements
des comportements en lien avec nos valeurs coopératives. 45 des bonis qu'on verse à la fin de l'année ne sont pas reliés sur des ventes ou de la rentabilité, sont reliés sur des éléments reliés à l'expérience que les membres ou clients vivent avec nous. Alors, on a mis beaucoup l'emphase sur ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à côté de la coopération, c'est vraiment dans les opérations chez Desjardins. Oui, oui. Et aussi, on a parlé avant des choses spécifiques qu'on a appris de l'autre. Cyril, tu as parlé d'un programme pour les millénials, non? En France. Oui, en fait, et encore une fois, je pense que ça doit être inspirant à travers tous les travaux que l'on aura menés durant le séminaire, de se dire qu'on a énormément de choses à apprendre les uns des autres, mais au-delà des valeurs, des PowerPoint, il faut aller se rencontrer et rentrer dans le détail de certaines spécialités et se nourrir de ce que l'on est les uns les autres. Et en fait, avec notre conseil d'administration, il y a 18 mois à peu près, on est allé à Québec rencontrer le mouvement et on a été marqué par une initiative qu'on a décidé de dupliquer, alors, à notre manière, ouais, qui est le fait de se nourrir des regards des plus jeunes de nos collaborateurs et finalement d'oser soumettre la stratégie de la banque, non pas seulement au conseil d'administration, mais à 12 jeunes de moins de 27 ans, à la Banque Populaire du Sud, pour leur dire, OK, on a réfléchi les choses comme cela pour nos clients, pour nos collaborateurs, mais vous, quel est votre regard sur les choses? Vous qui êtes en train de construire la prochaine génération et le futur. Et comme notre raison d'être, c'est de construire le futur, on veut votre regard. Et objectivement, moi je pensais connaître les jeunes. J'ai 2 enfants, oui, un de 20 ans et un de 24 ans, mais ce sont mes enfants. Alors que là, ce sont des collaborateurs de moins de 27 ans qui, en direct, nous donnent leur vision des choses. Et ça, on l'a sourcé sur une pratique que Guy a mis en place, alors qui est un peu différente, mais typiquement qui nous a inspirés. Non, mais moi, je n'avais plus aucune patience d'écouter des gens à mon conseil d'administration qui me disaient, moi, je connais les jeunes parce que j'ai des petits-enfants chez moi ou j'ai des enfants chez moi. Je vais vous dire qu'est-ce que les jeunes ont besoin dans le futur. J'avais plus de patience pour ça. Et c'est là qu'on a pris la décision de créer un comité à côté. On présente les mêmes dossiers qui vont au conseil d'administration qu'à l'équipe de direction, les managers. On présente les mêmes dossiers sur le développement durable, sur la transformation numérique, les mêmes dossiers. Et les conclusions sont parfois très différentes. Et maintenant, il y a des jeunes qui vont venir beaucoup plus régulièrement aux réunions du conseil d'administration pour influencer, pour amener des perspectives. Alors ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on a mis de l'avant. Moi, je l'avais appris. Il y a des entreprises françaises qui ont mis ça aussi de l'avant. Alors, ça m'avait inspiré et je suis content de voir que ça porte fruit, là. Ah, oui. D'ailleurs, si vous me permettez, là, prenez juste 30 secondes. Là, c'est probablement le bout où la salle va se lever et va s'en aller parce qu'elle n'aimera pas ce que je vais dire, là. Mais levez la main dans la salle, les gens qui ont moins de 35 ans. Levez les mains dans la salle, les gens qui ont moins de 35 ans. Et les autres personnes, prenez le temps de regarder comment il y a de mains levées. Sérieusement, levez les mains, les gens qui ont moins de 35 ans dans la salle. Ça veut dire littéralement au cœur, parce qu'au cœur, moins de 35 ans. Oui, c'est sûr, le cœur. Mais c'est trop facile, Ted. La dernière chose que je veux faire, c'est de froisser les gens. Mais nous, quand on a fait ça chez Desjardins, ça l'a marqué les gens et les gens ont dit, OK, si notre job, c'est de penser à l'avenir, il faut peut-être faire un peu plus de place à des jeunes dans une salle comme ça. Alors, c'est un peu comme ça qu'on a créé ce momentum-là. Guy, pour me permettre de te contredire, l'enjeu de ce qu'on appelle la silver economy est également un enjeu majeur, et majeur en Europe, exact, en Allemagne, en France. Et aujourd'hui, on réfléchit nous-mêmes sur notre plan stratégique à qu'est-ce qu'on veut être en 2030. En 2030, très largement, la population de notre territoire, elle aura des cheveux peut-être, oui, j'espère pour elle, oui, mais elle aura beaucoup les cheveux blancs
Et on a également un rôle dans la durabilité de notre accompagnement auprès de ces gens vis-à-vis de la santé, vis-à-vis de leur lieu de vie, du maintien à domicile. Absolument. Et je pense que la notion de banque universelle que nous devons être, que le mouvement Desjardins est, c'est savoir prendre en compte l'ensemble de ces domaines de façon large, mais en écoutant toute la diversité de ce que sont les membres, de ce que sont nos clients en territoire. Oui, très bien. Non, et c'est fascinant parce qu'aussi, on parle ici comment les banques coopératives peuvent être un outil pour la transformation. Et pour ça, je voudrais comprendre comment on peut utiliser le modèle des banques coopératives pour stimuler le développement économique, mais aussi pour créer des nouvelles activités. Guy. Ben, moi, je vous dirais que l'une des grandes forces de nos modèles coopératifs partout à travers le monde, c'est la proximité avec nos membres et clients. Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui ont des membres qui participent au conseil d'administration, qui sont propriétaires de leur coopérative. Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui donnent cette démocratie-là disponible en assemblée annuelle avec des membres. Un membre, un vote. Alors moi, je pense que plus on écoute nos membres et nos clients, plus ça nous permet d'innover. Et nous, chez Desjardins, on a mis en place plusieurs initiatives. On utilise énormément la technologie, le taux net de recommandation, le NPS. On a plus de 100 interactions avec nos membres et nos clients. Et ils nous disent ce qu'ils n'aiment pas. Et là, on ne leur pose pas un sondage une fois par année ou 2 fois par année. Après chaque moment de vérité qu'ils ont vécu avec nous, on leur envoie un petit message en leur demandant « Avez-vous apprécié? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire de mieux? » Puis je vais vous donner un exemple. Une des choses que les membres et les clients étaient tannés, c'est lorsqu'ils avaient un accident automobile. Il y avait un accident automobile, pas grand-chose, là. Il y a un miroir qui a brisé, là. Il y a quelqu'un qui a accroché le miroir. Ça peut arriver, là, mettons, à Paris, ici, là. Oups, on accroche le miroir est parti. Un miroir, ça coûte cher à cette heure, réparer ça. Et ça pouvait prendre quelques semaines avant que l'ajusteur passe, regarde le véhicule, évalue les dommages, revienne et donne une cotation pour qu'on répare le véhicule. Aujourd'hui, on demande à nos membres de prendre une photo avec leur téléphone cellulaire. C'est un outil d'intelligence artificielle qui analyse toutes ces photos-là. En quelques heures, voici comment ça va coûter. Allez à tel garage, on va vous réparer ça. Alors, on a écouté nos membres et on a utilisé la technologie pour aller vite. Moi, je pense que c'est notre arme le plus puissant, c'est la proximité qu'on a avec nos membres et nos clients. Non, c'est fascinant, c'est écouter et utiliser la technologie pour ça. Exactement. Et de votre côté, Cyril, quelles sont les innovations ou les nouveaux produits qui font la différence? En fait, je pense que l'alchimie que nous avons, c'est de voir loin et d'agir près. Alors je m'explique, il y a cette notion de voir loin parce que notre structure, notre solidité financière, notre indépendance financière, je pense, est une force dont il faut être fier et dont, j'allais dire, nos clients, nos membres ne peuvent pas être déçus par notre solidité financière. Et ça nous permet d'agir près. Agir près, c'est Monsieur Durand qui achète son appartement. C'est Elisabeth qui fait ses études. Et là, on est dans l'action concrète du terrain. Dans le modèle des banques populaires, il y a 14 banques populaires parce que chaque territoire a une équation spécifique à gérer. Alors, je vais vous prendre moi aussi 2 exemples concrets. Vous le savez sûrement, mais en France, les prêts immobiliers aux particuliers sont réalisés à taux fixe. Ils ont une durée moyenne de 22 ans. Voilà. Donc, contrairement à quasiment tous les autres pays dans le monde, les prêts immobiliers sont à taux fixe. Le taux est figé au moment du décaissement pour 22 ans. Depuis la brutale remontée des taux, depuis juin 2022, entre juin 2022 et juin 2023 en France, être une banque et faire du crédit immobilier, c'était faire du crédit immobilier à marge négative. Parce que nous achetions l'argent plus cher que ce que nous vendions pour les 22 ans qui viennent. Une banque commerciale, puisque c'est la différence, notre différence. Ça, ouais, une banque commerciale, et je ne vais pas les citer, mais plusieurs banques commerciales en France ont dit « Ok, nous on se retire du marché immobilier pendant 1 an et on revient lorsque les conditions de marché nous permettront de faire les profits, les marges suffisantes. » Et elles reviennent maintenant.
parce qu'à partir de maintenant, les marges redeviennent positives. La Banque populaire du Sud ne peut absolument pas tenir le même raisonnement. Pourquoi? Parce que agir prêt, c'est lorsque M. Durand a trouvé le fameux appartement qui va lui permettre d'installer sa famille, c'est maintenant. Ce n'est pas après-demain. Lorsqu'Elisabeth démarre ses études, c'est maintenant. Et tout ça est permis par la solidité financière, cette vision à long terme que nous avons. Et ça, je pense que notre force, c'est de le matérialiser au cœur de chaque territoire. Je prends un autre exemple, si vous me le permettez, qui est une initiative qui est née dans une des banques populaires, en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été de créer la Banque de la transition énergétique. Le sujet est connu, vous l'en avez parlé tout à l'heure, est très simple. Il est de dire la transition énergétique est un choc d'investissement absolument majeur. En France, on considère que c'est 80 milliards d'euros d'investissement en l'espace de quelques années à mener par l'ensemble des acteurs. La banque a des fonds propres, a une capacité à prêter. Donc nous sommes inscrits dans cette banque en créant cette banque de la transition énergétique en disant, vous, membres, épargnez à la Banque populaire et nous nous engageons à prêter sur des projets de transition énergétique, mais sur votre territoire, et à communiquer par la preuve en disant voilà, le champ photovoltaïque à côté de chez vous, il a été financé avec votre épargne. Donc une notion de traçabilité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a changé. On n'est plus jugé par rapport à ce que l'on dit, nous sommes jugés par rapport à ce que nous faisons. Absolument. Mais c'est fascinant parce que aussi, ça va au problème aussi, au défi des données. C'est le preuve de l'impact, le preuve de la traçabilité. Alors, j'ai déjà eu cette discussion avec M. Zawati aussi, mais de votre point de vue aussi, quelle approche adoptez-vous pour relever ce défi de trouver les données précises et significatif sur l'impact de la durabilité? Première, à vous, Guy. Alors, on l'a dit un petit peu tout à l'heure et ce matin, je crois que l'Europe, en la matière, le régulateur est un peu à l'avant-garde, je pense. Et sur le sujet, on voit bien que le régulateur, les agences de notation recherchent les bons indicateurs. C'est très compliqué, cette question-là. Oui. Donc nous, on oscille entre dire il faut qu'on soit à l'avant-garde sur le fait de trouver des indicateurs probants, notamment pour verdir notre portefeuille de placement, notre portefeuille de crédit. Oui. Et on est à cette avant-garde, tout en se disant le régulateur lui-même est en train de réfléchir à des données, à des mesures qu'il nous faudra appliquer. Donc on oscille entre ces notions-là. Mais au-delà de ça, vous savez, toutes les crises sont des transformations et des accélérateurs de transformation majeures. En Europe, la guerre en Ukraine a généré une inflation du prix de l'énergie absolument majeure. Je peux vous dire que toutes les entreprises, PME, TPE, ont subi ce choc énergétique et il y a eu une prise de conscience sur le fait de dire on doit décarboner notre entreprise pour maîtriser nos charges et assurer la durabilité de notre entreprise. Et à ce titre-là, eh bien, on considère que les indicateurs, la donnée, on a un rôle à jouer pour stimuler les entreprises à trouver leurs propres indicateurs. On a lancé un prêt qui s'appelle le prêt à impact, où nous proposons à un chef d'entreprise de se rapprocher de son expert comptable et de choisir 2-3 indicateurs ESG, mesurables, auditables, et nous lui proposons, s'il est au rendez-vous dans 3-4 ans sur ces indicateurs, de bonifier son taux de prêt, de lui verser une ristourne pour pouvoir l'intéresser au sujet. Donc c'est aussi une opportunité finalement, ces indicateurs. Exactement, et aussi c'est aux entreprises même de décider les données. Et le point de vue du Canada? Écoutez, chez nous c'est difficile. C'est difficile, pour être très honnête. Parce que, comme tu disais, Cyril, les régulateurs, il n'y a rien qui est stable actuellement. Tout bouge. Nous, on est heureux à Montréal
d'avoir le International Sustainability Standard Board, qui est piloté par Emmanuel Faber, l'ancien président de Danone. On a travaillé fort chez Desjardins pour avoir un bureau au Canada, à Montréal. On a beaucoup de proximité pour essayer de voir comment vont évoluer les standards internationaux. Fait que, ce qu'on trouve difficile, c'est cette difficulté-là de savoir qu'est-ce qui va nous être demandé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, malgré tout, on a décidé de lancer un programme en début d'année pour investir près de 30 millions de dollars pour justement avoir des outils pour mesurer nos données. Mais avant de regarder celles de nos membres et clients, c'est nos propres données, là, nos propres émissions à nous, nos véhicules, nos bâtiments, notre papier. Déjà, juste ça, là, c'est beaucoup de travail, un. Et là, on est en train de migrer vers mesurer les données de nos entreprises. Pour la grande et la moyenne grande entreprise, ça va relativement bien. Quand on tombe dans la plus petite entreprise, c'est difficile actuellement. Moi, je dis souvent là, qu'on a on apprend de l'Europe dans ce dossier-là. Donc, c'est un peu plus difficile pour nous. C'est pour ça qu'on est en train de bâtir nos questionnaires, on est en train de bâtir nos bases de données. Mais tout ce qu'on discute actuellement, c'est hyper important. Et c'est là qu'on pense que l'intelligence artificielle pourrait aussi nous aider beaucoup, beaucoup pour être capable d'analyser cette quantité phénoménale de données et de mesurer les risques. Mais on est au cœur de cette transformation-là. C'est un très, très gros défi chez nous. Non, absolument, je suis d'accord, parce que moi, je travaille beaucoup dans la durabilité aussi, et pour moi, spécialement quand on parle des banques, c'est comme KYC 2,0, parce que le problème de KYC, toutes ces choses, est qu'effectivement, chaque banque choisit les données nécessaires pour passer le KYC. Il y a peut-être un emprunt, la même entreprise, le même pays, etc., deux banques différentes, et chacun, il y a un différent processus de KYC aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer ces différents types de données? Qu'est-ce que c'est la manière commune de faire ça? Parce que sinon, il y aura beaucoup de différentes manières de dire oui, nous sommes très durables et pas de confiance. C'est pour ça qu'actuellement, je regarde au Canada et dans beaucoup de pays, on travaille sur la taxonomie, la définition des choses. Ce qui rend, aujourd'hui, tout le monde gagne des prix, tout le monde est reconnu, mais comme vous dites, on ne sait pas c'est quoi les bases de données derrière ça, on ne sait pas vraiment les critères. Alors, je pense qu'il faut vraiment bien définir ce que veut dire, exemple, un prêt vert d'un prêt de transition. Et ça, ce n'est pas totalement clair actuellement. Donc, je pense qu'on a encore... En 2040, quand on va regarder la période 2023-2024, on va dire, dans cette période-là, il était en train de clarifier les choses. Un peu comme on l'a clarifié dans la sécurité, dans la conformité, dans le capital, dans la liquidité. On sait donner des standards en termes de ratio de liquidité, de ratio de capital. On a tout fait ça en 2008, 2009, 2010. C'est comme si là, on est en train de faire 2008, 2009, 2010 dans la liquidité, le capital. On est en train de faire ça dans la donnée, dans les critères un peu de lutte au changement climatique. Donc, je pense qu'on est dans ce travail-là. Mais pour moi, la clé, c'est vraiment la taxonomie et la qualité de bien définir les choses d'une organisation à l'autre. Et le fait qu'avec l'IASB, on va dorénavant intégrer ça dans nos états financiers et que les comptables, je ne sais pas s'il y a des comptables dans la salle, là, mais que les comptables vont homologuer ça. Déjà ça, avec un audit externe, ça va, d'après moi, nous aider énormément là-dedans. Exactement. Et Cyril, votre opinion? Non, je voulais illustrer le propos et la difficulté du propos par un exemple concret. Oui. En tant que directeur général de la Banque populaire du Sud, je préside le comité d'octroi de crédit chaque semaine sur les plus gros dossiers de la banque. Et en fait, il y a à peu près 6 mois, on m'a présenté un dossier de plusieurs millions d'euros d'investissement d'une entreprise régionale, donc de notre territoire, qui est distributeur de produits pétroliers. Ouais. Il a 250, 300 stations-service sur le territoire, y compris dans les territoires les plus reculés de notre région. Et je vois arriver ce projet de 3,5 millions d'euros, exactement. Et il nous sollicite pour lui prêter. Quel bonheur j'ai eu en voyant que ce prêt était pour installer les bornes de recharge électrique dans chacune des stations-service. Mais quel bonheur j'ai eu! Mais vous voyez tout le dilemme. Oui. Faut-il prêter à cette entreprise si on la regarde sur le plan de son code d'activité?
c'est du brun, Oui. voilà, c'est un investissement brun, il ne faut pas le faire. Mais si personne ne lui prête pour installer des bornes électriques, qui va le faire? Exactement, Qui va le et aussi faire? parce que c'est une transition. Et si on doit faire une transition, on doit commencer avec quelque chose qui n'est pas nécessairement bon, mais pour arriver là-bas éventuellement. Et juste pour avoir échangé avec différentes agences de notation sur le sujet, ce qui est encourageant, c'est que les agences de notation ont amené cette notion de dire oui, il y a l'emprunteur, mais il y a aussi le projet. Et cette notion-là, je pense, est porteuse d'espoir parce qu'on a un champion comme Total en France, par exemple. Si Total Énergie ne le fait pas, qui le fera? Est-ce que ce sera l'État? Voilà. Je pense que la vérité est un chemin de crête. Et c'est là, si je peux me permettre, que nos valeurs coopératives prennent toute leur importance et surtout notre perspective à long terme et le fait que nous ne sommes pas nécessairement sous la pression des résultats trimestriels. Moi, je suis très préoccupé. Est-ce qu'il va rester de l'argent dans le système pour des entreprises comme celle-là qui veulent passer, qui veulent transitionner? Mais si tout le monde veut juste investir dans des projets verts, éoliens, solaires, hydroélectricité, on fait quoi avec la vraie économie qui existe là, dans tous nos pays? Là? La vraie économie qui n'a pas transité. Si nous, les coopératives, on ne les aide pas, c'est peut-être pas d'autres banques plus commerciales qui ont parfois une pression plus grande de leurs actionnaires ou qui veulent un parfait bilan qui va le faire. Alors, je pense que nos valeurs coop à long terme peuvent avoir de l'impact là-dedans. Vous savez, je reviens sur le propos de Thierry Marx. C'est pas parce que je partage la même coupe de cheveux seulement. Et j'admire beaucoup Thierry Marx. Et il a dit tout à l'heure, être dur avec les faits, bienveillant avec les gens. Peut-être que sur le sujet, à nous d'être durs avec les faits et les preuves d'investissement du chemin que parcourent les entreprises sur le sujet de la transition, d'être dur avec les faits et bienveillant avec nos membres et les entrepreneurs qui ont compris qu'ils étaient acteurs de la transition de demain. Absolument. Alors, il ne reste que 3 minutes, mais je voudrais ouvrir pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions de quelqu'un dans quelques langues? Des questions? Je ne vois pas là-bas. Moi, je suis convaincu. Ah oui, il y a quelqu'un là-bas? Le monsieur, merci. Là-bas, merci. Oui, bonjour. Une question qui est un peu compliquée. En France, on a beaucoup de chance. C'est plus pour la Caisse des Jardins. En France, on a beaucoup de chance parce qu'on n'a pas de pétrole. Ouais. Donc, la transition, je dirais, pour nous, on a moins... Est-ce que vous en consommez du pétrole en France? On en consomme énormément. Je veux juste savoir. On en consomme d'autres pays, comme le Canada, qui est un gros producteur, et on est très content, surtout quand il y a une guerre, d'apporter notre pétrole et notre gaz d'Amérique aussi. Comment vous gérez au Canada ce dilemme d'être et c'est normal, d'être un pays producteur de pétrole, et comment vous gérez le fait de gérer cette transition qui veut dire remettre en cause justement la vraie économie d'aujourd'hui pour l'économie de demain? C'est une excellente question et je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que ça l'était il y a peut-être 6-7 ans. Je m'explique. Il y a 6-7 ans, c'est clair qu'il y avait beaucoup d'activistes qui venaient à nos assemblées annuelles, qui mettaient une saine pression sur le mouvement Desjardins en disant « sortez du pétrole, sortez du pétrole, sortez du pétrole », pour toutes les raisons que vous avez à l'esprit. On a vraiment pris le temps de réfléchir et on s'est dit « on va graduellement sortir du pétrole, mais on pense qu'on a un rôle d'influence par rapport à cette industrie-là ». Alors, on a très clairement affirmé que nous, on s'inscrit dans une transition énergétique juste, et qu'à terme, on a une destination qui est celle de verdir notre énergie, de la rendre... Puis encore plus, nos activités sont très basées au Québec, avec de l'hydroélectricité. Mais on a clairement dit aux gens, nous, on ne laissera pas tomber ces gens-là. Parce que dans le ESG, si on laisse tomber ces gens-là qui opèrent, qui produisent, on va tomber sur le S tantôt, là, des pertes d'emplois. Alors, on s'est dit, comment on peut se donner un plan d'ici 2040 pour graduellement aider ce secteur d'activité-là à investir plus massivement dans l'éolien,
dans la capture carbone, et je sais qu'il y a un débat sur la capture carbone par rapport aux énergies fossiles, j'en suis très conscient, mais par rapport à différents secteurs d'activité, on l'a assumé et on a dit, on va demander à des organismes tiers à Desjardins de suivre notre évolution. Ce qu'on dit, là, évaluez-nous sur ça avec un audit. Et là, on a le Sustainable Advisory Board qui va nous suivre là-dessus. Donc, je ne vous dis pas que c'est facile. Il y a des gens qui aimeraient qu'on aille plus rapidement. On essaie de trouver le bon équilibre dans ça, mais ça représente 0,6 % de notre bilan actuellement. Et on se met en mode accompagnement, transition, plutôt que de sortir de la table. Alors qu'il y a d'autres industries, le charbon, on a complètement sorti, la cigarette, tout ce qui est tobacco, on a complètement sorti de ce secteur-là. Alors que pour ce qui est du pétrole, on se dit aidons-les à transiter parce que, comme je disais tantôt avec ma question, il y a une vraie économie qui utilise encore ce produit-là, donc comment on peut les aider. Mais ce n'est pas toujours facile comme positionnement. Très bien, merci. Malheureusement, notre temps est terminé. Peut-être un dernier commentaire de chacun sur la durabilité. Quelque chose peut-être, voir loin, agir près peut-être. Oui, je crois qu'il faut aussi se dire que nos banques, nos coopératives vivent à travers les salariés, les collaborateurs. Et je pense que, en tout cas, moi je considère que pour la Banque Populaire et en France, on a énormément de progrès à faire pour que nos collaborateurs s'approprient le fait d'être dans une entreprise à impact. Je vous l'ai démontré avec les prêts immobiliers tout à l'heure. Si la Banque Populaire tousse, notre région s'enrhume. Ouais. Et ça, c'est un impact réel. J'aimerais que tous nos collaborateurs aient ancré cette réalité que nous sommes une entreprise à impact et en ayant la fierté de faire leur métier de banquier, ils ont un impact pour construire le monde du futur. Très bien. Moi, j'aurais le goût de vous dire... Je pense que bien avant que le mot durabilité existe, les coopératives faisaient de la durabilité. On faisait du ESG avant que le ESG existe. C'est qui nous sommes depuis des siècles et des siècles. Alors, essayons pas de copier, essayons pas d'être une recette à la mode, essayons pas juste de mettre ça dans notre bilan pour gagner des prix. Soyons juste une coopérative qui est fière de qui on est. Et moi, je rencontre des employés régulièrement et ils viennent me dire « Je veux travailler pour Desjardins parce que je sais que le sens, la finalité, elle est dans la bonne direction, puis vous avez une perspective à long terme. » Donc, nous, on n'est plus gênés, on n'est pas gênés d'affirmer notre nature coopérative, mais vraiment pas, parce qu'on a réalisé, sûrement comme vous toutes et tous dans la salle, qu'actuellement, la jeunesse, il y a un besoin dans la population de faire affaire avec des entreprises qui ont du sens, qui ont une perspective sur le long terme et pas seulement la rentabilité à court terme. Et nous, on l'affirme haut et fort. Et je pense que ça, c'est de la durabilité, absolument. Très bien. Alors, merci beaucoup, Cyril et Guy.